L'homme doit-il tout faire pour s'installer sur la Lune, pour ensuite se rendre sur Mars et qui sait aller vers l'infini et plus loin encore? Avec Frédéric Bérard, Jacinthe Varel, Victor Enriquez et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Ce que vous voyez, c'était à 18h35 ce soir. La fusée d'Artemis II a réussi à décoller avec succès du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride. À bord de ce vaisseau se trouvent 4 astronautes et ils seront les premiers humains depuis 1972 à graviter autour de la Lune. Parmi eux, l'astronaute Jeremy Hansen, qui devient le premier astronaute canadien à participer à une mission lunaire. À l'heure actuelle, lui et ses 3 collègues sont en orbite autour de la Terre. La mission Artemis doit durer 10 jours, là, va s'installer, en fait, à bord. Ça va durer une dizaine de jours, là. Notre Jeremy Hansen, oui, a enregistré un message avant de partir à bord de la navette spatiale. Le Canada, je pense à vous ce soir et j'espère bien que vous verrez vos grandeurs reflétées dans la mission Artemis II. Je suis tellement fier de vous. Le directeur du planétarium et astrophysicien Olivier Hernandez est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Hernandez. Bonsoir. Brièvement, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochains jours à bord de cette navette-là? Beaucoup de choses. L'objectif principal, c'est de tester tous les systèmes de survie de la capsule Orion. Et c'est pour ça qu'on a 4 astronautes qui vont servir en quelque sorte de cobayes de luxe. On va essayer de les mettre dans des conditions les plus extrêmes possibles pour savoir si la capsule fonctionne. Et ça va se passer dans les 2 premiers jours, en fait, le premier jour au complet, autour de la Terre, puisque la capsule va faire 2 fois le tour de la Terre. Et une fois qu'on se sera assuré que tout fonctionne correctement, on les envoie vers la Lune. Et ça prend 4 jours pour aller à la Lune à cette vitesse-là, d'environ 40 000 km/h. Ouais. Et 4 jours pour revenir aussi, donc une mission totale de 10 jours où ils vont pouvoir faire le tour de la Lune par la face cachée et revenir vers la Terre. C'est donc une mission essentiellement de test. On teste toutes sortes de choses, oui. la machinerie, l'équipement, la technologie. Tout. On essaie de tout tester. Il faut savoir que dans l'espace, on est dans des milieux complètement extrêmes où on passe des températures très, très négatives, en fait, à des températures très positives très rapidement. Donc, il faut que la climatisation à bord de la capsule soit parfaite. Il faut tester, savoir s'ils sont capables de respirer normalement, si le CO2 peut être évacué, si l'oxygène est bien respiré et si les communications se font bien aussi avec la Terre. Donc, c'est beaucoup de systèmes qu'il faut tester. Bon. Là, il y en a qui vous entendent et qui vous disent mais ils vont juste se promener dans l'espace, faire le tour de la Terre, le tour de la Lune. Mais il faut dire que c'est une étape de plus pour que dans quelques années, on puisse installer carrément une base habitable sur la Lune pour 3 raisons particulièrement. Oui. La première raison, je dirais qu'elle est d'ordre géopolitique. Il ne faut jamais oublier ça. Si les Américains ont décidé de retourner sur la Lune et d'envoyer des humains sur la Lune, c'est avant tout pour faire la course avec les Chinois et s'assurer en fait d'être les premiers à le faire et de ne pas laisser les Chinois le faire parce que les Chinois veulent le faire en 2029-2030 et les Américains à peu près dans ces zones-là. Donc c'est cette course-là géopolitique et avec l'administration de Trump, on est encore plus à fond dans cette course-là, peu importe le prix que ça va coûter. Le deuxième objectif, c'est un objectif technologique. On veut se servir de la Lune pour pouvoir aller vers Mars, parce qu'on veut envoyer des missions, qu'elles soient habitées ou non, vers la planète Mars. Et partir de la Lune, ça offre un avantage exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas besoin d'emmener autant de carburant que si on partait de la Terre. Donc il suffit, parce qu'en fait, il faut s'extirper de la gravité terrestre, et ça prend tout le carburant. Ça fait des très très grosses fusées avec très peu de capacité de... Donc ça, c'est le deuxième point technologique. Et puis le troisième, c'est le point scientifique. On a besoin de savoir comment la Lune s'est formée. On le sait plus ou moins, mais si on pouvait récolter des ressources et explorer la géologie de la Lune, on en saurait beaucoup plus sur la formation de la Terre, de la formation de la Lune, la formation de la Terre et de notre système solaire, et même comment la vie est apparue. Il reste quelques secondes, donc des avantages clairement sur le plan scientifique, même financier, mais il y a des risques importants là, à une mission habitée sur la Lune.
Tout à fait. Les risques sont pour les humains. Un humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. Point final. Donc, si on veut le faire vivre dans l'espace, ça prend de construire des ensembles, des scaphandres, des stations qui permettent de le protéger et d'assurer sa survie. Donc ça, c'est vraiment très compliqué et très dangereux. Au contraire des robots qui, eux, vont pouvoir aller vivre n'importe où sur Mars, ils nous donner, ou sur n'importe quelle planète, ils nous donner des informations. Monsieur Hernandez, merci beaucoup. Ça met la table à notre débat de ce soir. On vous souhaite un bon 10 jours. Je pense que vous allez être pas mal occupé. Vous allez peut-être vous coucher tard pour analyser tout ça. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bye-bye, au revoir. Alors, pour ou contre les missions habitées sur la Lune, ça, c'est la question de notre débat de ce soir. On y va avec un premier tour de table. Frédéric? Bien, absolument. Hein? On l'a dit tout à l'heure, quel beau voyage pour l'humanité. Tout est là. La vision, la science, le futur. Alors, les avantages de cette mission-là. On a l'impression qu'on connaît un peu ta position. Hein? Artemis, le T-shirt, le chandail. Ouais. Tu nous diras pourquoi tu as ça tout à l'heure, mais pour toi, c'est clair que c'est un avantage? Oui, il faut construire l'avenir scientifique dans l'innovation et dans l'audace. Oh, Bang! l'audace. C'est clair comme ça. Victor? Ah, je suis déchiré parce que moi aussi, je trouve ça magique, parce que c'est vrai que c'est beau, parce que oui, cette impression pour l'humanité, tout ça. Mais cette magie, elle coûte cher, cette magie est très risquée, et cette magie pourrait peut-être être faite autrement aussi. Alain? Contre, puis je voudrais surtout pas qu'on tombe dans l'anti-scientifique ou dans le populisme. Puis oui, je suis d'accord, c'est historique cette mission, mais je pense qu'en 2026, peut-être qu'on pourrait faire autrement avec tout cet argent, on pourrait servir à d'autres choses, et aussi dans le volet scientifique. Oui. Donc toi, tu dis, oui, ça peut avoir des bienfaits scientifiques, mais le prix à payer est trop important. Ouais. Alors, le clan du pour d'un côté, le clan du contre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs avec cette question qui est en ligne depuis 17 heures. Alors, 69 des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 sont pour. Pour les missions habitées sur la Lune, alors que 31 des répondants sont contre. On efface tout ça, on recommence. Quand vous êtes prêts, vous allez voter. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On a bien hâte de vous lire là-dessus. Et vous nous direz quel débatteur a les meilleurs arguments, bien sûr. On va les laisser un peu jaser, justement, sur cette question. Je vous rappelle que vous avez votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir là-dessus. On commence avec quoi, Jacinthe? D'abord, curiosité, là. Quoi, t'es allé visiter la NASA? Oui, je suis allée les visiter. Faut savoir que la navette a décollé de la Floride ce soir, mais toutes les communications, à partir du moment où la navette décolle, les communications sont assurées par le centre à Houston, au Texas. Donc, même si elle décolle en Floride, c'est Houston. Donc, il y a 2 centres de la NASA qu'on peut aller visiter aux États-Unis. Je suis allée visiter les 2, à la fois en Floride et au Texas, avec mes garçons, avec mes enfants, en fait. Et puis, je trouve que tout le programme spatial est inspirant pour les jeunes en matière de science et en matière aussi de démontrer l'importance de l'innovation, du progrès. Il faut savoir, par exemple, que les GPS qu'on utilise maintenant ont été développés par la NASA grâce à des programmes spatiaux comme ça. Donc, ça force l'humain à dépasser les technologies existantes et nous amener vers un réel progrès scientifique qui ont des applications autant en médecine que dans d'autres applications. Bon, Frédéric, tu es également dans le clan du pour, puis on va mettre les choses au clair. Vous parlez beaucoup de ce sujet-là à la maison, j'imagine. Hein? Oui, c'est ça. Je vais le redire. Là, ma conjointe est encore avocate à l'Agence spatiale. On en parle beaucoup. En fait, elle m'en parle beaucoup. Je comprends pas tout, parce que c'est très scientifique. Je n'ai pas l'esprit scientifique pour 2 sous. Ce qui veut pas dire que je ne valorise pas la science. Il est en train de vous donner des petits arguments. Là. Il vient de montrer ses faiblesses. Non, on sait pourquoi il faut investir là-dedans. Pour on me dit de... Non. On me dit mais face à part, si jamais on n'avait pas été dans l'espace, il y a de ça quelques décennies, est-ce qu'on aurait la même vision, la même attitude, la même posture par rapport à notre comportement terrestre, de 1. 2, tu disais la question des GPS, tu as raison. Je me suis informé, ou on m'a informé. C'est la question des interventions chirurgicales, notamment, faites par des robots. Il y a un volet qui est rattaché directement à l'espace. Il y a vraiment une connexion qui est complète. Et la question qui se pose en date d'aujourd'hui, c'est que si on ne le fait pas, cet investissement-là,
qu'est-ce qu'on manque? On sait que la planète est en plein réchauffement climatique. Il y a des enjeux, il y a des découvertes à aller chercher. Enjeux environnementaux, on va y revenir un peu plus tard, mais si vous voulez, on va rester sur l'aspect scientifique. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu. Le clan du Pôle vient de le faire. Il y a quand même plein d'avantages sur le plan scientifique. Même sur notre quotidien, il y a plein de choses qui ont changé depuis nos visites dans l'espace, on pourrait dire. Non, tout à fait. Puis là-dessus, il faut certainement pas nier tout l'apport scientifique de l'aventure spatiale. Et la question d'aujourd'hui, elle n'est pas sur l'aventure spatiale. La question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on devrait faire des missions habitées vers la Lune? Parce que là, on rentre dans tout un nouveau secteur. La mission habitée, pourquoi on les fait? M. Hernandez parlait notamment de cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin que la Lune? Pourquoi est-ce qu'on fait ces missions-là à ce moment-ci? Pourquoi est-ce qu'on veut aller s'installer sur la Lune pour partir vers Mars? Donc oui, je comprends tout l'aspect scientifique, mais la majorité de ces recherches scientifiques sur lesquelles on a travaillé ont été faites en tournant en orbite autour de la Terre, en allant dans un espace beaucoup moins éloigné que celui de la Lune. A-t-on vraiment besoin d'envoyer des humains risqués aussi loin? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas nécessairement toutes les réponses. Mais il faut se poser cette question-là parce qu'on est en train d'étirer ça à un autre niveau. Puis, on parle de science, là, on parle des aspects qui vont développer avec des missions comme celle-là, mais au niveau scientifique, il y a toutes sortes d'autres domaines, comme en santé. Puis quand on regarde comment coûte une telle mission pour essayer d'aller rester sur la Lune, il n'y a pas de garantie qu'on va pouvoir y vivre. Puis là, imaginons comment ça pourrait coûter pour envoyer vraiment des humains. C'est à peu près 100 milliards qu'ils estiment en argent américain, toute cette opération-là qui est en cours. En ce moment, juste au Canada, là, comme chiffre, là, en santé, en recherche et développement... Seulement recherche et développement santé, oui. C'est 1,4 milliard canadiens. Donc, c'est l'équivalent, juste cette mission-là, au pays, de plus de 60 à 70 ans de recherche pour des maladies, les cancers et autres. Moi, je fais juste dire que... Puis je dis pas qu'il n'y a pas des gains à faire là, mais je pense qu'aujourd'hui... On peut peut-être se poser la question, cet argent-là est investi à la bonne place. Attends une minute, le Canada n'est pas en train de claquer 100 milliards. Non. Moi, je fais un comparatif. Pour dire cet argent-là, pour n'importe quel être humain sur la planète... OK, mais moi, je pense c'est un bon point. On n'est pas en train de dépenser nos 100 milliards. Je pensais qu'on parlait du Canada. Ces Américains veulent claquer 100 milliards. Tant mieux pour eux, tant pis. La recherche et développement qui est faite en santé à travers le monde. Faut comparer. Non, mais je pense que là, on a compris que c'est pas 100 milliards canadiens, mais vous en pensez quoi quand même de cette... Quand on regarde ça, 100 milliards, que ce soit d'argent américain? C'est ce que je suis en train de dire. Le 100 milliards, c'est pas justement 100 milliards. Qu'est-ce que le Canada dépense là-dessus? Le Canada est un petit joueur en matière spatiale, évidemment, comme la plupart des pays européens. Donc, l'apport canadien pour une mission comme celle-là, c'est microscopique. Donc, tu peux pas comparer 100 milliards avec le 1,4 milliard en développement scientifique canadien. L'objectif, c'était pas de comparer le Canada. C'est de l'argent sur la planète qui est dépensé. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas des gains. Je veux juste dire qu'on peut tout comparer ça. Puis je remets pas en question le volet historique puis l'impact que ça peut avoir au niveau scientifique. Mais c'était une question, ton exemple de... À un moment donné, on peut se poser la question, on investit où, là? On s'arrête le temps d'une pause. Je rappelle notre question ce soir, pour ou contre l'émission habitée sur la Lune. Allez répondre, commenter, et on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les missions habitées sur la Lune? C'est important, cette précision-là, puis on va y revenir. Allez répondre à la question. Et n'oubliez pas de commenter également. Je veux revenir justement sur ce point-là, la question du fait d'une mission habitée sur la Lune. On a déjà vu, on est déjà allé. Ça fait 50 ans qu'on n'est pas allé, on y retourne. Et prochainement, les prochaines missions d'Artemis, il y en a où il y a des astronautes qui vont débarquer, là. Mais il y a tous les dangers. On est en train de mettre en danger des êtres humains. Alors qu'on pourrait y envoyer des robots, non? Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Aussi de développer une technologie, parce que justement, lorsqu'on parle de ces programmes spatiaux qui permettent de développer la science, il y a aussi le fait de dire, est-ce que ça ne devrait pas nous permettre de développer des technologies de robotisation qui vont nous permettre de faire plus de tests dans des fusées où les humains ne seront pas impliqués? On sera capable de collecter plus de données. Il y a beaucoup de choses autour de ça qui sont capables d'être faites. Et je trouve que là-dessus, on est un peu à l'ancienne. On continue à parler d'envoyer des missions habitées à peu près partout, mais est-ce qu'on est capable de faire
autrement. Un peut aller avec l'autre. Là. Il y a déjà des missions pour des robots, de toute façon. Puis ces astronautes-là, ils n'envoient pas de petits ballon dans les airs comme ça, puis ils voient qu'est-ce qui va se passer. Ces gens-là sont entraînés depuis toujours. Ce sont des méga scientifiques. Ce sont nos meilleurs. Puis la fierté qu'on peut avoir, d'ailleurs, à cet effet-là. Et du fait que ce soit des humains, ils sont capables d'aller chercher des éléments que d'autres robots, que des robots ne pourraient pas nécessairement aller chercher. Ce sont des astronautes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont étudié toute leur vie pour se rendre là. Et nous, de notre duo, de notre chaise, on va dire, ah non, c'est trop dangereux pour vous. Ils en rêvent. C'est un sacrifice qu'ils font. C'est volontaire. Moi aussi, je rêve d'aller jouer dans la nationale de hockey, puis c'est pas à cause de ça. Je veux juste dire que c'est pas parce que c'est un rêve de telle personne. Non, mais ils ont les compétences, ils ont travaillé fort. Je comprends au niveau des compétences, mais je pense qu'on est tous en droit de se poser la question de dire, OK, mais à ce niveau-là, est-ce que vraiment on est là pour une recherche scientifique, sachant la science qui a évolué dans les 50 dernières années sans aller faire l'orbite autour de la Lune, on a avancé énormément. Ou est-ce que cette mission-là a des objectifs autres? Quels sont réellement les objectifs? Donc oui, il y a la question scientifique, on s'appuie beaucoup là-dessus. Mais au-delà de cette question scientifique, c'est pas comme si la science n'avait pas avancé depuis 50 ans. Il y a une raison pour laquelle on n'est pas retourné sur la Lune. Est-ce que vraiment l'utilité est là? Moi, là-dessus, je m'excuse, mais j'ai pas encore vu une utilité énorme qui a été démontrée. Avec respect, je pense qu'on peut faire confiance à l'Agence spatiale et à la NASA pour savoir si ça vaut la peine d'envoyer un astronaute certifié, un vétéran aguerri versus un robot ou un laptop. Moi, franchement... Et dans ce cas-ci, c'est important de mentionner, contrairement aux autres missions qu'il y a eu dans le passé, c'est que là, on veut aller établir une base pour, après ça, pouvoir se rendre sur Mars, parce qu'on peut pas aller de... C'est la première étape, en fait. Directement là-bas. Mais la question est légitime, celle que tu poses. Pourquoi on envoie des humains? Moi, je dis la réponse à ça, c'est la NASA. Et pourquoi, exemple, tu sais, tantôt, on entendait l'intervenant, là, qui est bien plus expert, je pense, que nous tous, là, qui disait qu'il y avait un enjeu géopolitique clair, là. Les États-Unis veulent arriver là avant la Chine. Ils veulent être les premiers à mettre le drapeau, presque en disant, je suis conquérant, un peu comme on a vu l'histoire avec le Groenland. Mais tu sais, tous ces autres pays, tu sais, quand on dit cet argent-là pourrait peut-être être investi ailleurs, puis là, je reste vraiment dans le volet scientifique, là, moi, dans ma tête. C'est pas dire on pourrait le mettre en santé ou en éducation ou autre. Mais pourquoi les autres pays, là, l'Angleterre, la France, pourquoi il y a juste les Américains avec la Chine? Mais Alain, ça, et là, je me la pose cette question-là. C'est une question de moyens. L'Europe a sa propre sa propre association spatiale, si je peux dire, puis arrive encore bien en deçà des États-Unis, bien en deçà de la Chine. Ils ont des ententes aussi avec le Japon. Donc, c'est une question de fric, comme toujours. Puis sur la question, si tu me permets rapidement, tu sais, on parle souvent on en a eu des débats là-dessus, là, sur est-ce qu'on devrait investir d'un point de vue militaire pour s'équiper, pour ci, pour ça. Puis à vous écouter parler, là, le cash, let's go. Mais ici, là, on parle de faire développer la science pour d'une manière purement humaniste, au final, parce que qui développe la science le fait au profit. Mais sur le plan géopolitique, parce que si c'est pas les Américains à aider des Canadiens, dans ce cas-ci, on est là, c'est la Chine qui va le faire. Ouais. Pourquoi on les laisse pas faire? Il y a une réelle compétition entre la Chine et les États-Unis au niveau du développement du programme spatial. Bien, pourquoi? Parce qu'on veut aussi s'accaparer des connaissances. On veut être à la hauteur de ce qui se développe partout sur la planète. On ne vit pas dans un vase clos et les États-Unis en sont tout à fait conscients. Si la Chine développe des expertises, développe des connaissances et qu'elle les garde pour elle, c'est tout l'Occident qui va en pâtir. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait un danger à ne pas faire ça ici en Amérique? C'est le même discours qu'on a entendu avec la Russie dans les années 60. Je m'excuse, c'est exactement la même chose. Alors oui, on peut aller vers la connaissance, mais je reviens, depuis 50 ans, nos sciences ont évolué de façon exponentielle, sans aller autour de la Lune. Qui s'est rajouté, tu sais, toutes les connaissances qui se multiplient. Ton exemple de la Russie, justement, ce qui ne joue pas de notre bord, au final, dans l'optique où, pendant cette même guerre froide-là, la lutte à l'espace, notamment... ça fait partie des questionnements que j'ai, où est-ce qu'on se base beaucoup sur la science pour parler de l'argumentaire, notamment sur l'argent dépensé, mais on parle très peu de la géopolitique autour de ça. On parle très peu de l'aspect... Il y a quand même un aspect mesurage de piscette, là. Arrêtons de nous compter. Ah oui, mais il n'y a pas juste la science. C'est pas juste... Il n'y a pas juste la science. Non, mais sur le plan géopolitique... Il y a quand même... On peut pas nier que ça existe, cet aspect-là. Il existe vraiment. La façon que les politiciens réagissent à ça, on peut pas nier que ça fait partie aussi du calcul. Commentaire de Justine pour aller à la pause. Elle est pour, afin d'étudier les contraintes et possibilités de vie dans l'espace, mais aussi contre les coûts et les vies sacrifiées. Elle est pour et elle est contre. Les astronautes sont tellement courageux. Oui, il faut quand même saluer ça, ces astronautes qui travaillent pour le reste de l'humanité. C'était le commentaire de Justine. On s'arrête quelques minutes, peut-être en une pause. D'autres commentaires au retour.
On est de retour au débatteur. Alors, pour ou contre l'émission Habiter sur la Lune, commentaire de Catherine. Elle nous dit « Je suis contre. Je pense qu'il faudrait cet argent ailleurs, dans la société, comme en santé, en éducation, comme on discutait de ce côté-ci un peu plus tôt. » Luc, je suis pour, car avec le privé, on va pouvoir exploiter les ressources sur la Lune sans toucher à celles de la Terre. Parce qu'il y a quand même ça, à un moment donné, les ressources qu'on pourrait des trouver. pipelines là, pour le faire venir ici. Là, un autre débat, si tu veux. Là. Bonne chance. Oui. On est loin. On est Oui, plus que loin. très loin. José, on va apprendre beaucoup sur la Lune, le Soleil et même sur l'histoire de la Terre. L'utilité de ces missions sur la Lune? Bien, une des utilités, Oui. il y en a plusieurs. On a parlé de beaucoup de science puis de développement, mais une des utilités aussi, c'est d'aller chercher l'énergie du Soleil. Donc, si on installe des capteurs, des capacités à prendre l'énergie solaire, mais sur la Lune, on est en mesure de vraiment ravitailler la Terre. On est en crise énergétique mondiale. Ravitailler la Terre? Bien, Elon Musk parle que dans sa vision à lui, là, c'est d'aller installer des capacités de captage d'énergie sur la Lune, à s'approvisionner à partir de l'énergie du Soleil. Non, mais... Excusez, mais... Via des... On a de la On a de misère la à mettre des misère. panneaux solaires C'est sur ça. nos toits de C'est maison en exact. ce moment dans la réglementation gouvernementale. Donc, mais ça donne l'impression Ben d'une non, mais ça fait science-fiction, partie- mais C'est oui. extrêmement beau quand même. Il y a quelque chose quand même qui est assez ahurissant, c'est de voir comment est-ce que on a cette espèce d'illusion de ce qu'on va faire sur la Lune et sur d'autres planètes, alors qu'on regarde ce qu'on fait sur notre propre planète, puis on a de la misère à être conséquent. Je veux dire, je comprends, c'est vrai que oui, aller chercher la chaleur du Soleil, c'est intéressant, mais comment ça se fait qu'encore aujourd'hui au Québec, On a de la on remet misère en à question le faire l'énergie ici. solaire Ben, constamment? Je veux dire, Tu l'as dit, c'est le ridicule. Québec versus les États-Unis. C'est- Non, mais on le remet aussi Non, en mais- question ailleurs. là. Hey, un mot sur l'environnement. On a glissé un mot tout à l'heure. Ça reste que c'est polluant, ces C'est moi qui ai missions-là, le mot non? de la fin, parce que sinon, il va répliquer. Rapidement. Oui, ok, oui. Ben, évidemment que c'est pas génial côté purement environnemental, mais côté découverte scientifique, par contre, la Terre est actuellement en crise. On le sait, puis ça va s'accentuer. Donc, d'avoir des espèces d'options alternatives, ça peut être quand même une idée d'un point de vue scientifique. encore une fois. Alternative pour se trouver. Ben, une par autre exemple, aller chercher du soleil, l'incorporer ici. Bon, moi, j'ai débarqué à Elon Musk, mais à part de ça, je suis d'accord. planète. Mais est-ce qu'on va traiter les autres planètes aussi bien qu'on traite la Terre? Je dirais que à voir comment on a traité celle-ci, peut-être qu'on devrait prendre des leçons avant de faire Peut-être qu'on a besoin de deux, On va au laisser les gens tranquilles. Avant le débat, 69 des internautes étaient pour l'émission Habiter sur la Lune, 31 étaient contre. On termine ça comment? On termine ça comme ceci. 92 des internautes sont pour. Et 8 des internautes sont contre. Quand la droite Ça a et la bougé. gauche sont unis, c'est ça que ça fait. Ça a bougé. C'est Jean Saint-Ève, le choix du public, l'étoile du match ce soir, selon nos téléspectateurs. Félicitations, Jean Saint-Ève. Vous allez suivre cette mission? Ben oui. Oui, ça dure Ben 10 oui. jours. Il y aura d'autres Artémis. Il faut suivre ça quand même, L'histoire voir s'écrit. ce qui va se passer. Oui, l'histoire s'écrit. Sinon, venez chez nous. Hein. Merci. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.